Alors, bonjour à toutes et à tous. Euh, on va avec Julien vous présenter donc une petite thématique du jour, protéger votre entreprise, les étapes clés contre la malveillance. Donc on est resté volontairement sur la malveillance, vous allez comprendre pourquoi. C'est bon. Donc tout d'abord, merci à l'EDO de nous avoir conviés sur cette thématique. Thématique sur laquelle on se retrouve avec Julien pour une animation du jour. Julien, donc Guillet, je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Julien Guillet et dirigeant de JG System et j'accompagne les entreprises au quotidien sur la sécurité, la gestion du parc informatique et l'optimisation. Et donc moi-même, Mathieu Lahaute, Crédit Mutuel de Bretagne, j'accompagne donc la partie commerciale sur le flux, le digital, l'innovation pour l'ensemble des pros et des agris. Alors, donc notre thématique va être portée sur la cybermalveillance. Alors qu'est-ce que la cybermalveillance? Alors la cyber... Voilà, la technique n'est pas avec nous. Alors, ne peut pas se lancer, ça c'est. Ouais. Génial, merci. Merci, on est reparti. Alors qu'est-ce que la cybermalveillance? La cybermalveillance, c'est l'usage frauduleux des outils numériques, donc tels que la boîte mail, le piratage de comptes pour les réseaux sociaux, la fraude aux moyens de paiement, l'escroquerie et l'usurpation d'identité. Donc ça concerne les particuliers et les entreprises. Sur la cybermalveillance, en 2023, on va compter 73% des Français qui ont été comment dire, attaqués, qui ont subi à titre privé potentiellement de la cybermalveillance. Elle se différencie par différents points. On va pas être sur du piratage de comptes, messagerie, réseaux sociaux. Vous pouvez le retrouver au travers aussi de vos smartphones, des informations comme quoi vos comptes ont été piratés avec une invitation à venir changer vos mots de passe. Tout ça, c'est des informations qui ont pu être recueillies pour identifier toute cette cybermalveillance qu'il peut y avoir autour de nos comptes, de nos données personnelles. Au niveau d'entreprise, si on reprend quelques éléments, on retrouvera 69% d'entreprises qui ont été victimes au moins d'une tentative de fraude et des fraudes avérées, on en est à 57%. Donc ce qu'il faut le savoir, c'est que les fraudeurs tentent beaucoup et aujourd'hui réussissent beaucoup aussi. Donc le point d'attention en fait va être pour nous au niveau de la cybermalveillance le facteur humain. Alors, il existe un top 5 des tentatives de fraude et je vais laisser Mathieu commencer. La fraude au président est un grand classique dans notre top des fraudes en France. C'est quoi la fraude au président? C'est tout simplement lorsque vous avez une entreprise, vous avez un contact qui vient souvent s'orienter vers un acteur financier qui dispose des moyens pour pouvoir émettre des virements. L'idée dans ce cas-là, c'est dans un temps bien précis, souvent un vendredi après-midi, assez tardivement, invité à faire une opération financière de dernière minute. Donc, la personne, dans ce cadre-là, est contactée directement par celui qui se dit être le président.
indique que l'opération est confidentielle, donc mettre une certaine pression en termes de timing avec une certaine urgence de réaliser un virement. Et dans ce cadre-là, après avoir bien entendu regardé comment fonctionne l'entreprise, avoir pris des informations sur les réseaux et toute information que l'on peut disposer sur les entreprises, en fait, l'usurpateur va venir mettre la pression et indiquer effectivement la demande d'une réalisation urgente d'un virement. Sous pression, potentiellement, effectivement, on se retrouve, et c'est encore le cas aujourd'hui, à avoir des acteurs au sein des entreprises qui réalisent effectivement ces virements par méconnaissance, par stress. C'est le président qui m'a appelé, on me demande aujourd'hui de faire quelque chose rapidement, c'est confidentiel, il y a une opportunité, et là on se retrouve avec une vraie problématique. Et aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Les personnes sont vraiment très intelligentes sur leur manière de faire. Ils ont vraiment un regard sur l'entreprise, une vraie connaissance de l'entreprise. Et même, ils connaissent forcément les employés. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on positionne notre poste, on indique un peu ce qu'on fait dans l'entreprise. Des réseaux comme LinkedIn en sont un parfait exemple. On présente notre CV en réalité. Donc effectivement, on sait qui fait quoi dans l'entreprise. Et là, on s'attaque directement à la personne qui fait les virements et potentiellement, ça peut fonctionner. Sur les cyberfraudes ? Alors, en deuxième position, on retrouve les ransomware. Donc, le ransomware, c'est un rançongiciel. Donc, pour vous donner un exemple, c'est demain matin, vous allez à votre bureau, vous vous connectez sur votre PC et là, vous avez un gros message en rouge qui vous dit votre PC est bloqué, les données sont chiffrées. Si vous voulez les récupérer, il faut payer. Souvent, ça se passe via la crypto-monnaie. Et en troisième position, on retrouve les fraudes aux faux fournisseurs. Donc, c'est imaginez, vous demain, vous envoyez un message, une facture à votre client et il la consulte 2 jours après, mais entre-temps, il reçoit un autre email de cette entreprise, de votre entreprise, et disant que vous avez changé de RIB et du coup, le client va vous faire un virement, mais sur un autre compte. Et dans ce cas-là, vous perdez de l'argent et votre client aussi. Dans la continuité, l'usurpation d'identité, mais aussi, à ce niveau aussi, au niveau des tiers, des banques, des avocats, vous allez retrouver des notaires. C'est des personnes hors entreprise qui vont accompagner potentiellement le président et le comité de direction. Ces personnes-là, en fait, vont venir. Et le cas dernier, c'est un notaire qui s'est fait usurper son identité le jour de la transaction. C'est-à-dire que sa boîte mail a été piratée pendant plusieurs semaines au préalable de cette transaction, une transaction à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et le matin de la transaction, en fait, le notaire a été bloqué. La personne qui a usurpé son identité a invité à changer l'IBAN. Et a pu permettre la récupération des fonds. Heureusement, il y a un peu de suivi par rapport à ça, mais dans ce cadre-là, il y a eu un risque fort de perdre plusieurs centaines de milliers d'euros. Dans la continuité de l'usurpation d'identité, là, on va parler plutôt des fraudes par faux clients. Alors les faux clients, qu'est-ce qu'on va entendre par là? C'est l'objectif de détourner de la marchandise en fin de cycle de transit. Avec, vous allez pouvoir faire un changement d'adresse. Potentiellement, ça peut être aussi un changement de coordonnées bancaires avec un attente de paiement de devis, ou alors tout simplement, et ça c'est assez étonnant, mais quand on est assez intelligent, on peut le retrouver. C'est des réclamations de restitution de fonds sur des devis. Vous avez un devis qui a été émis, on met on va dire 1 000 euros, 2 000 euros au préalable d'acompte sur le devis, et puis finalement l'usurpation d'identité se fait. Et la personne va dire non, finalement, le devis, je n'en veux plus. Merci de me restituer les fonds. Et la restitution de fonds ne fait pas sur le client original, mais bien sur la personne qui a usurpé l'identité de ce client. Alors forcément, il y a des impacts, et du moins grave, plus grave. Donc par exemple, le rançon logiciel, la moyenne du rançon logiciel commence à 20 000 euros.
et va jusqu'à plusieurs millions d'euros pour les plus grosses structures. Donc souvent, ça se jauge par rapport à la grosseur de l'entreprise. Vous pouvez avoir aussi des litiges juridiques et des sanctions réglementaires parce que vous êtes responsable des données de vos clients. Quand un client vous donne son nom, prénom, son RIB, d'autres informations personnelles, vous êtes responsable de ces données quand c'est hébergé chez vous. Forcément, avec tous ces impacts, votre image de marque baisse parce que vos clients n'ont plus trop confiance en vous. Et sans compter l'interruption d'activité. Quand vous avez des cybermenaces, Mathieu va en parler tout à l'heure, vous pouvez être arrêté 3 jours, voire quelques semaines, voire quelques mois, et un arrêt total du chiffre d'affaires. Dans l'exemple que je vais nommer, l'entreprise s'appelle Lyophilisé & Co. C'est une entreprise qui, dans la nuit du 15 au 16 août dernier, a été hackée. Alors, ce n'est pas eux directement qui ont été hackés, c'est leur solution d'ERP qui a été hackée. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur les réseaux et sur la presse. J'ai eu l'occasion, il y a quelques semaines, de rencontrer la directrice de cette entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise essaye de remonter la pente. L'ERP est toujours bloqué. C'est un ERP en fait qui était dans une société externe et du coup aujourd'hui ils cherchent des solutions pour pouvoir se sortir de cette solution-là. Pour faire un exemple très concret, ils ont dû refaire un site e-commerce, ils l'ont refait en 4 jours. C'était 20 000 euros de chiffre d'affaires perdus par jour dans leur activité, sans compter toute la gestion qui pouvait être derrière, que vous pouvez connaître sur les parties CRM et compagnie. Donc nous, notre intérêt aujourd'hui, ce n'est pas forcément les cyberattaques. En fait, c'est ce que je vous disais en début d'atelier. C'est vraiment les cybermenaces. Parce qu'en fait, les cybermenaces d'aujourd'hui, les malveillances d'aujourd'hui alimentent les cyberattaques de demain. Donc là, c'est plutôt le facteur humain qui nous intéresse. C'est vraiment être au plus près en fait, de la source d'erreur. Et la source d'erreur, en fait, le plus souvent, c'est l'humain. Donc comment se protéger de cette cybermalveillance ? Eh bien, tout simplement, c'est former et informer vos collaborateurs. Très important, c'est effectivement, dans une entreprise, vous avez normalement la mise en place d'une politique de sécurité qui permet de se mettre d'accord déjà sur le fonctionnement de l'entreprise avec des logiciels autorisés, assurer l'accompagnement des nouveaux collaborateurs, parce qu'effectivement, ce que vous savez, ce que vous avez pu mettre en place hier et depuis quelques années, vous le maîtrisez. Les collaborateurs qui arrivent n'ont pas cette expérience. L'idée, là, effectivement, c'est de pouvoir les accompagner au mieux. Donc les formations régulières, nous au sein de Crédit Mutuel Arkea et Crédit Mutuel de Bretagne, nous avons une obligation annuelle de porter des formations auprès des 10 000 collaborateurs du groupe. Donc effectivement, des formations récurrentes sur la cybermalveillance. Donc quelques éléments dont on vous partage aujourd'hui. D'autres points aussi pour des entreprises peut-être à taille plus modeste, mais la situation, et on en parlait tout à l'heure, du risque de cybermalveillance est forte. C'est déjà permettre d'échanger, de partager des risques auprès de l'ensemble de vos collaborateurs. N'hésitez pas à dire effectivement, voilà, ces risques-là sont avérés. Vous êtes potentiellement avec des droits sur l'autorisation d'émettre des prélèvements ou des virements. Effectivement, vous avez des visions sur les comptes de l'entreprise. Il est intéressant de pouvoir être au plus près de ces collaborateurs-là pour les former. Et bien, aller encore plus loin, c'est inviter les collaborateurs à échanger sur des mails qu'ils peuvent recevoir. Effectivement, des grosses structures comme le Crédit Mutuel de Bretagne, nous avons des systèmes informatiques qui nous permettent de filtrer au préalable, comme vous, au travers de votre Gmail, un spam est déjà identifié. Nous aussi, on a une certaine règle de sécurité qui nous permet d'éviter ou de mettre en avant des risques à émettre des données vers l'extérieur. On a des systèmes qui permettent de chiffrer tout ça. Mais on a aussi tout simplement un service qui est dédié à tout ce qui est cybermalveillance. Et dès qu'on a un mail douteux, on peut leur communiquer via un formulaire ou via tout simplement une adresse mail. Comme là, on a pris une boîte générique de risquecyber@monentreprise.com. Voilà, ça peut être votre entreprise demain.
vous avez quelqu'un qui est dédié à l'identification de ces problématiques-là. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Dans notre cas, et ça c'est du vécu, notre entreprise nous fait les formations et derrière nous fait des tests. On reçoit régulièrement des mails au logo de l'entreprise. Le seul petit point qui est important à regarder, je laisse Julien le présenter. Alors je pense que vous avez tous déjà reçu un message de ce type-là. Si vous n'en avez pas reçu, c'est que c'est sûrement dans les spams. Et ça veut dire que vos spams fonctionnent bien. Donc le phishing, donc ce sont des mails qui arrivent dans la boîte mail et c'est quelqu'un qui envoie un mail et il se fait passer pour quelqu'un d'autre ou soit pour une entreprise. Par exemple, là on a l'exemple avec Chronopost qui nous demande c'est une notification de suivi et il faut replanifier la livraison. On peut avoir d'autres exemples comme mettre à jour les coordonnées bancaires, se connecter sur une plateforme pour mettre à jour un mot de passe, toutes sortes de choses. Donc le risque, c'est le vol de données et l'usurpation d'identité. Donc comment reconnaître un phishing? C'est assez simple. Souvent, le mail ne ressemble pas à l'original. Donc là, par exemple, Chronopost, c'est assez succinct et on peut apercevoir quelques fautes d'orthographe. Et également, je vous ai mis en jaune fluo l'adresse email. C'est pas du tout une adresse mail qu'utilise Chronopost. Donc Chronopost, ça va être plutôt contact ou noreply@chronopost.com.fr. Voilà. Souvent, quand quelqu'un veut se faire passer pour une entreprise, on va retrouver le nom de l'entreprise @gmail.com. Donc quand vous échangez avec vos clients, je vous évite d'utiliser une boîte mail gmail.com, et plutôt contact ou votre nom, prénom, nom de votre entreprise. C'est vrai que juste pour ce que disait effectivement Julien, de disposer d'un nom de domaine pour son entreprise, en fait, c'est la base. Et je pense que là-dessus, c'est quelque chose sur lequel tu es assez vigilant. Oui, alors à chaque fois qu'on a des clients qui utilisent une boîte mail Gmail, on leur conseille d'utiliser leur nom de domaine. Et voilà, à chaque fois qu'un client vient vers nous, on les forme un peu sur comment reconnaître les phishing. Et je crois que chez vous, au Crédit Mutuel, vous avez une solution pour tester le phishing. Oui, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, effectivement, les tests phishing sont récurrents chez Crédit Mutuel de Bretagne et Crédit Mutuel Arkea. Et c'est quelque chose qui permet vraiment de renforcer en fait, l'expérience utilisateur. Et, pour avoir essayé de récupérer des places pour un événement, l'invitation était... alors c'était assez particulier parce que pour le coup... dans le cadre de l'entreprise, en fait, une fois qu'on est connecté, on a un système qui est vraiment bien fait et qui nous permet de naviguer d'application en application sans avoir besoin de rentrer des nouveaux mots de passe et identifiants, parce qu'en fait, tout est inclus. Sauf qu'il y a un outil particulier sur lequel j'ai l'obligation, moi, de remettre mon identifiant et mon mot de passe. Et pour le coup, par habitude, je le reprends. Et pour ce phishing-là, on m'invite avec un écran très similaire à rentrer mon identifiant et mon mot de passe. Sauf que c'est le seul endroit où je le mets. Mais là, pour le coup, c'était pour avoir une information nouvelle, hein, alors que d'habitude, c'était pour mon petit site dédié. J'ai testé, j'ai juste mis tout à blanc, j'ai fait OK, et puis là, j'ai eu un petit message de pop-up. Bienvenue sur la page de phishing. Bon, j'avais rien mis, donc j'avais pas de risque je m'étais bien fait... j'avais bien appris ma leçon, dirons-nous. Mais bon, comme quoi, ça peut être quand même très particulier. Et en fait, sur le quotidien, bêtement et méchamment, en fait, hein, à force de rentrer son identifiant et son mot de passe, s'il n'y a pas de gestionnaire de mot de passe, et ça on va venir, on peut être amené à donner des identifiants et mots de passe par inadvertance. Alors du coup, effectivement, le point des mots de passe, des mots de passe forts,
Bah là, en fait, on arrive sur des choses assez basiques, même dans les entreprises et dans les différents sites que vous allez pouvoir rencontrer dans votre quotidien. On vous invite à une obligation d'avoir un minimum de 12 caractères, d'utiliser des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux, ce qui peut rendre le système un peu compliqué. Il y a des techniques assez simples. Je vous en donne une, l'utilisation du E remplacé par le 3. C'est juste inversé, mais bon, visuellement, vous allez pouvoir l'enregistrer. Utilisez le E majuscule, ça fait un 3 à l'envers. Rédigez-vous une phrase que vous aimez bien, quelque chose qui vous a toujours parlé, et vous prenez les premières lettres de cette phrase, ou les dernières, si pour les plus habiles. Vous mettez-les à l'envers. Mais trouvez quelque chose qui vous est propre. Ça permet effectivement une simple phrase de votre quotidien qui vous a marqué. Ben, effectivement, ça peut faire un joli mot de passe par la suite. Là, on a Julien qui s'est tenté à un mot de passe, voilà, le cyber avec le 3 en remplacement du E, @talk, bah voilà, le petit arrobas pour remplacer le A, voilà, des petits classiques, mais bon, bah voilà, ça marche bien et puis ça remplit le contrat avec le site sur lequel vous vous installez. Maintenant, effectivement, sur la partie mot de passe, il y a des solutions. Oui. Alors, faire des phrases comme ça en modifiant le E, le 3, le A, tout ça, c'est bien. C'est chiant. Faut savoir qu'en moyenne, on détient chacun en moyenne 100 comptes. 100 comptes, donc ça fait 100 identifiants, voire plus. Je crois que la moyenne a augmenté il n'y a pas longtemps. Et on n'a pas que ça à faire d'enregistrer, ou soit on note sur un papier, mais le papier il part après à la corbeille, ou soit notre enfant a gribouillé dessus. Donc pour des solutions fiables, il en existe, et ce sont les gestionnaires de mots de passe. Donc là, je donne quelques exemples. Il y a KeePass, qui est libre et gratuit. Bitwarden et Dashlane, qui eux proposent des solutions payantes. Alors il y a une version gratuite, mais la solution payante permet, par exemple, de partager ses mots de passe avec des partenaires de confiance. Donc c'est un moyen simple et efficace de partager son mot de passe. Donc l'avantage du gestionnaire de mots de passe, c'est que vous avez juste un mot de passe à enregistrer dans votre tête, et un mot de passe quand même assez long, et un peu comme du type cyberattaque. Et dedans, une fois que vous déverrouillez votre petit logiciel, vous avez tous vos mots de passe qui apparaissent, avec l'identifiant, le mot de passe, le lien, et vous pouvez générer automatiquement un mot de passe aléatoire qui peut faire 15, 20, 30 caractères qu'on ne peut pas du tout enregistrer dans notre petite tête. C'est super important ce que dit Julien, parce qu'aujourd'hui, en fait, on le voit encore aujourd'hui. J'en ai pour exemple une entreprise qui utilisait un logiciel sur lequel la personne était embêtée et utilisait un double écran. Et sur l'écran de gauche, elle avait son logiciel qui posait problème, et elle nous a restitué en fait une impression écran. Sauf que l'impression écran qu'elle a utilisée nous a fait une belle photo de sa page de gauche, de son écran de gauche, mais aussi les pages de droite. Sur la page de droite, en 2024, nous avions une quinzaine d'identifiants mots de passe, commentaires, qui nous a été tout simplement mis à disposition. Bon, bien entendu, c'est un client. On lui a gentiment indiqué de faire un petit retour arrière et de changer l'ensemble de ses mots de passe. Mais c'est réel encore en 2024. Il y a des entreprises qui ont grossi. Et c'est en fait là où est le problème. C'est que des petites entreprises d'aujourd'hui qui grandissent demain, il faut accompagner les collaborateurs, faut trouver des logiciels, mais les logiciels ne font pas tout. Tant qu'il n'y a pas le facteur humain qui est pris en compte, l'accompagnement de vos collaborateurs, vous ne pouvez pas aller sur des choses concrètes. Le post-it, vous le connaissez. Le post-it, quand on part en vacances, on le met sous le clavier, on le met pour rappeler le mot de passe dans 3 semaines. Effectivement, ça, c'est pas une bonne chose non plus. Donc voilà, donc ces solutions de gestionnaire de mots de passe avec formation des utilisateurs est quelque chose qui est très important. Alors la double authentification, vous en avez déjà dû entendre parler. Au quotidien, on l'utilise. Donc la double authentification sert à se réidentifier, à être sûr que ce soit, en gros, la plateforme veut être sûre que ce soit vous qui vous identifiez sur son compte, sur le compte. Donc il existe plein de solutions de double authentification.
Le plus classique, c'est l'envoi d'un SMS ou l'envoi d'un mail avec un petit code, et vous copiez ce code et vous le renseignez après sur le site. Et il existe d'autres solutions comme l'application mobile, où dedans vous avez vos codes qui se régénèrent toutes les 60 secondes. Et il existe d'autres moyens, comme la clé USB, vous pouvez le voir, la YubiKey. Et ça, quand on vous demande la double authentification, vous le branchez sur votre PC ou sur votre smartphone, et ça certifie bien que c'est vous. Souvent, on voit les grosses entreprises qui ont des petites clés ou des petits badges pour ça. Et j'imagine que dans le milieu bancaire, il y a également de la double authentification. Effectivement, pour le milieu bancaire, on a mis en place plusieurs éléments pour vous permettre de gérer votre portefeuille au quotidien. Moi, je vais vous parler du mobile avec le terminal de confiance. Vous le connaissez bien. C'est permettre en fait de pouvoir faire une transaction sur Internet et derrière, effectivement, la valider via votre téléphone identifié comme terminal de confiance au préalable. On a la solution Virtualis. C'est la mise à disposition en fait d'une carte virtuelle. Vous n'avez plus besoin de mettre vos 16 chiffres de votre carte bancaire sur Internet avec le risque qu'il peut y avoir de récupération de la donnée. Là, en fait, tout simplement, vous créez une carte virtuelle. Cette carte virtuelle va vous donner un chiffre qui va être utilisable pendant une durée donnée, donc un maximum de 12 mois, avec un montant donné. Donc, par exemple, vous faites une transaction, vous achetez une télé, voilà, vous mettez 380 €, elle coûte 379 €. Et bien en fait, voilà, votre carte est dédiée exclusivement à ce montant-là pendant les 2 mois que vous allez donner. Et c'est rattaché à votre compte et tout ça, c'est sécurisé. On va parler aussi des validations par SMS, par double authentification, et la possibilité de géo-blocking de la carte, c'est-à-dire qu'à un instant donné, votre carte, vous l'avez perdue, vous avez un doute, vous pouvez la bloquer définitivement ou temporairement via votre application mobile. Alors, les filigranes, vous en avez sûrement déjà vu. C'est pas mal utilisé, par exemple, on peut le voir quand on édite un devis. Si on veut le générer en PDF, souvent on va voir devis temporaire, devis générique, des choses comme ça. C'est une méthode qui existe depuis longtemps et qui revient à la mode. Par exemple, le gouvernement fait un peu la publicité de ça. Par exemple, pour envoyer sa carte d'identité, par exemple, vous devez signer, faire un bail commercial pour une boutique et vous devez envoyer votre carte d'identité. Vous rajoutez un filigrane dessus, écrit à destination de l'agence immobilière. Donc j'ai mis le petit lien, vous pouvez retrouver filigranebeta.gouv. Voilà. Les sauvegardes. Demain, si votre PC crash ou si vous avez une perte de données due à une cybermenace ou autre, vous n'avez plus de données. Donc c'est intéressant d'avoir des sauvegardes. En informatique, on a une petite règle toute simple, c'est la 3-2-1. Donc il s'agit d'avoir 3 copies de ces données, donc les données sur votre PC, et 2 autres copies. Donc ça fait 3 copies au total, sur 2 supports différents. Donc ça peut être enregistré sur un NAS, un disque dur externe, un serveur qui est fait juste pour de la sauvegarde, des clés USB. Il y a tout un tas de solutions qui existent. Et une sauvegarde hors site. Donc hors site, ça veut dire à un autre lieu géographique. Donc ça veut dire dans le cloud ou dans un data center à l'autre bout de la France ou dans une succursale. Les sauvegardes, on peut les faire à la main, donc c'est-à-dire copier ces données du PC et les mettre sur un disque dur. Mais sur 3 semaines, vous allez le faire et après, vous allez dire c'est chiant à faire. Donc il existe des outils comme j'ai mis en bas, Vim, et il y en a plein d'autres, qui automatisent, qui vont sauvegarder soit tous les jours, soit tous les mois, quand vous voulez, automatiquement. Et vous n'avez rien à faire. Et vous recevez un mail si ça a été fait ou s'il y a eu un souci de sauvegarde. Les sauvegardes, c'est bien, mais il faut être sûr que ça fonctionne. Il ne faut pas attendre que vous perdiez les données et être devant vos sauvegardes le jour J et essayer de restaurer et que ça ne fonctionne pas. Ça, faut mieux tester régulièrement. Donc moi, je recommande de tester 1 à 2 fois par an
Et après, on peut aller jusqu'à une fois par mois, voire plus. Tout dépend en gros, quand vous voulez faire des sauvegardes, tout dépend de ce que vous êtes prêt à perdre. Ça veut dire que si vous faites une sauvegarde toutes les semaines, ça veut dire que potentiellement vous êtes prêt à perdre une semaine de données. Donc une semaine de travail. Donc faut voir, faut faire un calcul avec le chiffre d'affaires tous les mois, le temps de travail, le nombre de salariés, voilà, l'impact que ça peut avoir. Chiffrer les données, c'est important. Par exemple, vous copiez vos données sur un disque dur externe. Bah, si vous le mettez au fond du tiroir et que quelqu'un d'autre passe par derrière, le récupère et le branche sur son PC, c'est plus intéressant pour vous de le chiffrer. Ça permettra d'éviter que votre collègue le connecte sur son PC et récupère des données importantes. Donc, chiffrer, tester, automatiser et bien suivre la règle 3-2-1. Tout ça, c'est bien de le récapituler dans un plan de récupération. Donc, dans votre plan de récupération, déjà votre plan de récupération, c'est important de le faire pour éviter que le jour J, quand vous avez besoin de récupérer des données, vous soyez en stress, vous ne savez pas qui contacter, vous ne savez pas quoi faire. Donc dans votre plan, vous allez avoir toutes les étapes. Donc déjà, comment c'est sauvegardé, où c'est sauvegardé, comment tester et que faire en cas de sinistre. Donc c'est-à-dire quelle sauvegarde dois-je prendre, où dois-je la récupérer, si vous devez contacter votre prestataire pour récupérer ce sauvegarde, si vous devez contacter votre assurance pour faire part de ce sinistre. Et j'imagine qu'au Crédit Mutuel, il y a également des solutions de sauvegarde. Et je ne dirais rien qu'à part que cette solution-là, et ce 3-2-1 est respecté, mais je me tairai après sur ce qui est mis en place pour la sécurité de vos données. Il faut mieux éviter de partager votre secret de sauvegarde, parce que si vous le partagez, potentiellement d'autres personnes pourront le récupérer et en faire un mauvais usage. Pour nos professionnels et agris du manière générale, on vous accompagne aussi à travers des solutions pour les transferts de fichiers, le WebEDI, des transferts sécurisés IBIX. On a des solutions DSP2, qui sont la directive des systèmes de paiement, sur lequel on s'appuie, à savoir les solutions d'API. On a un site web pro dédié à toute l'activité avec les sécurités dont on a parlé tout à l'heure. Une application mobile aussi pro qui permet d'être terminal de confiance et compagnie. Sur les entreprises? Alors côté entreprise, il est important de mettre à jour vos équipements. Par exemple, Windows. Windows XP, c'est fini. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimaient bien l'utiliser, mais c'est fini. Il faut passer au Windows 11. macOS, pareil. Android. Enfin, vos smartphones, il faut les maintenir à jour. Il y a souvent, et même à chaque fois, des mises à jour qui concernent la sécurité. Donc c'est important de maintenir à jour toutes vos applications PC et également quand vous avez installé un logiciel, récupérez-le sur le site officiel ou sur le CD, même si ça se fait plus trop, et pas sur un site tiers ou autre. On peut aller encore un peu plus loin. On peut faire des audits de sécurité. Moi, j'en fais régulièrement. Voilà, voir si tout se passe bien dans l'OSI. Si tous les équipements sont séparés au niveau du réseau, si les gens verrouillent bien leur PC quand ils partent prendre un café, ça c'est important. Faire une cartographie des risques, donc ça rejoint le plan de récupération des sauvegardes, où en cas de sinistre, qu'est-ce qu'on fait? C'est important parce que ça évite de paniquer et ça permet pour nos tests, par exemple, là je ne l'ai pas indiqué, mais il y a le PCA, PRA, plan de reprise d'activité, plan de continuité, qui permettent de savoir ce qu'on fait en cas de sinistre. Si vous bougez beaucoup, si vous êtes amené à aller souvent dans les hôtels, à prendre le train, à prendre l'avion, je vous recommande de mettre un petit filtre de confidentialité. Donc c'est un petit filtre noir. Et en gros, il n'y a que la personne qui se situe, qui est en face de l'écran, qui voit ce qui est affiché. Quand vous êtes de côté, vous ne verrez rien. Utilisez un VPN d'entreprise. Donc quand vous êtes à l'hôtel, au restaurant, et que vous connectez votre PC au Wi-Fi du restaurant, en Wi-Fi public, je vous recommande d'utiliser un VPN d'entreprise. Alors pas un VPN grand public où on peut voir leur pub sur YouTube et tout ça. Je vous parle vraiment d'un VPN sérieux qui est hébergé soit chez vous,
à côté de vos serveurs, comme ça vous pouvez accéder à vos fichiers, ou soit dans un data center par un prestataire informatique, et qui pourra vous permettre de sécuriser votre connexion. Et on peut retrouver dans les lieux publics quelqu'un qui se fait passer pour, qui récupère toutes vos données avant de les transmettre au site, et potentiellement qui récupère des mots de passe, des codes de carte. Donc l'entretien des équipements, les mettre à jour, ça répète ce que j'ai dit tout à l'heure, et le renouvellement d'équipements, des logiciels. Le logiciel de contact à 15 ans, c'est fini. Faut le maintenir à jour. Voilà ce que je peux dire. Au niveau bancaire, effectivement, on s'appuie aussi sur l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en cas de problème. Vous avez quelques liens justement en cas de suspicion ou d'identification de cybermalveillance ou cyberattaque. Bien entendu, vous avez aussi pour nos professionnels l'accompagnement du Crédit Mutuel et de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Donc c'est des éléments qu'on fournit bien entendu. Petit point intéressant, votre carte bancaire, quand vous l'avez perdue, le numéro d'appel est derrière la carte bancaire. Donc enregistrez ce numéro-là. Parce que si vous perdez votre carte bancaire et vous cherchez le numéro, il est sur la carte bancaire. C'est tout bête. Mais bon, c'est intéressant de le savoir. Et vous voyez, en fait, dans tous les éléments qu'on vous a présentés aujourd'hui, en fait, il y a un point important, c'est ce qu'on appelle le PFH chez nous, c'est le putain de facteur humain. Il faut le suivre, il faut l'accompagner, il faut le former. Un petit conseil, quand ça revient sur ce que Mathieu avait dit plus tôt, faut pas hésiter à partager. Quand vous voyez un mail douteux, pas hésiter à demander à son collègue d'à côté, tiens, qu'est-ce que tu en penses de cet email? Il faut partager, c'est important, et ça permet de déceler des petits points à avoir. Donc nous avons fini notre présentation. Pour ma part, vous pouvez me retrouver au fond à gauche au stand 175, et on pourra échanger si vous... peut-être avant un petit point sur les questions. S'il y a des questions, on est bien entendu ouvert aux questions. Et, oui. Merci. Ces dernières années, on entend beaucoup parler des rançonnages des hôpitaux et des structures sociales. De grosses associations ont été piratées également, leur boîte mail. Ça a bloqué leur activité. En cas de manipulation de données sensibles type dossiers sociaux ou dossiers médicaux, à quelle réglementation est-on contraint en tant que chef d'entreprise, et quels conseils vous pouvez donner pour s'en protéger? Alors, par exemple, si vous êtes un milieu social ou médical, je sais que pour héberger les données, c'est mieux d'aller héberger ces données chez un prestataire, un hébergeur qui est certifié. Alors, j'ai plus le nom, HDR, c'est ça? Non. Comment? Ouais. En gros, il y a des certifications qui existent pour l'hébergement de données médicales. Et c'est vrai, il y a eu pas mal d'hôpitaux ces derniers temps où il y a eu des ransomware. Donc ça, c'est dû souvent au phishing. On clique, il y a un logiciel qui s'installe, ou on envoie des données. Quelqu'un se connecte sur notre PC à notre place, et ça commence souvent par là. Souvent, c'est le facteur humain qui joue. Ouais. Sur le milieu associatif, c'est toujours plus compliqué. Dans le milieu associatif, on est, pour le connaître très bien, dans le milieu, dans tout ce qui est IME et compagnie. C'est vrai que c'est pas simple pour eux, parce que c'est pas leur métier de base au départ, l'informatique et la gestion. Eux, ils sont sur la gestion humaine, la gestion de personnes ayant un handicap. Derrière, effectivement, ça peut mettre les choses en difficulté. Se rapprocher, effectivement, d'entreprises comme celle de Julien, pour pouvoir identifier et mettre en sécurité le système d'information. Et puis après, se rapprocher, sa banque peut donner quelques petits axes. Maintenant, on n'est pas les spécialistes de la cybersécurité sur le sujet. Nous, on les accompagne dans leur quotidien. Donc, donner des bonnes pratiques sur la partie finance et les sites pour les accompagner. Bien entendu, après, au niveau gouvernemental, et ils trouveront sûrement des axes vers qui se tourner.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Les établissements médico-sociaux et la santé, il y a une grande campagne du Ségur et c'est HDS. Voilà, c'est le S qui me manquait. Et pour les certificats, pour les sociétés qui sont certifiées pour les données sensibles. Voilà. Mais il y a des gros financements qui ont été mis en place pour... voilà. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Merci pour la présentation. Alors, vous avez beaucoup parlé, enfin, c'était surtout sur les cybermalveillances. Moi, le point où je voulais poser une question, c'était plus d'un point de vue équipement, hardware et tout, dans le sens où j'ai mon entreprise et j'ai plusieurs PC, un réseau et tout ça. Et est-ce que vous pensez qu'un antivirus assez costaud peut suffire ou faut aller vers une structure experte plutôt qui propose un suivi, un management plus orienté EDR, trucs comme ça? Alors, dès que vous avez des petits PC, ça dépend de votre entreprise. Mais souvent pour les associations, je recommande un petit antivirus. Voilà, ça suffit. Si vous avez beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, beaucoup de données sensibles qui se déplacent, les XDR, MDR et tout ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. Si vous avez des serveurs dans vos locaux, un firewall, c'est important. Bien gérer ce qui entre, ce qui sort. Voilà, antivirus, firewall. Il y a d'autres solutions qui existent. Après, si vous voulez, on pourra en discuter à mon stand. Voilà. D'autres questions? Eh bien, nous vous remercions et souhaitons une bonne journée à l'EDO. Vous pouvez, j'en avais parlé tout à l'heure, mais vous pouvez me retrouver au fond à gauche, stand 175. Si vous voulez, je pourrais vous présenter KeePass, Bitwarden, les solutions de gestionnaire de mots de passe et discuter d'autres choses. Avec plaisir. Bonne journée, au revoir.